Merci Daniel. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, comme il a été dit, je suis presque un vieux compagnon de route de cette vénérable association qui fête ses 50 ans. Je suis très honoré que Daniel m'ait impliqué un peu dans l'organisation de cette journée, mais enfin vraiment tout le mérite lui en revient entièrement. Et qu'il m'ait donné la lourde tâche d'introduire par une conférence qu'il a voulu assez générale et que j'ai voulu aussi assez générale sur la question des métamorphoses, de la radicalité dans le monde contemporain. Bon. Et je dois dire que il y a quelques années encore, je ne révèle pas un grand secret puisqu'on avait eu des échos dans la presse, le pouvoir politique s'interrogeait sur la nécessité, par exemple, de maintenir une institution comme la Miviludes, qu'il croyait peut-être un peu, je dirais, dépassé, enfin hors de temps, etc. Et j'ai fait partie des acteurs qui se sont insurgés contre cette possibilité en disant que c'était probablement le pire moment pour imaginer réduire la puissance de réflexion, d'analyse et de prévention de l'État et y compris bien sûr de l'arborescence associative autour de ces questions de radicalisation. Ça me paraissait totalement absurde. Nous avons finalement eu gain de cause, in fine, tant mieux. Vous savez, dans ces questions, on ne sait jamais qu'est-ce qui a pesé. Il reste un mystère toujours dans la décision qui se prend au sommet du pouvoir. Mais enfin, il me semble que ici, elle allait dans la bonne direction. Parce qu'en effet, la question de la radicalisation, et puis je vais être obligé de revenir un peu, presque de façon conceptuelle, sur ce qu'il faut entendre par la radicalisation, me paraît être, en particulier par ses aspects inquiétants, plus que jamais d'actualité. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Même si je sais qu'ici, vous êtes bien aguerris, et peut-être plus que moi d'ailleurs sur ces sujets, il est intéressant de passer tout de même par une définition un peu analytique de ce qu'il faut entendre par radicalité pour reconnaître justement ces aspects les plus contemporains. Alors d'abord, on pourrait se dire que être radical, être dans une pensée extrême, qui peut représenter par certaines de ses conséquences un danger, c'est croire radicalement à quelque chose. Mais vous voyez que ce n'est pas une définition suffisante, parce que si on y réfléchit un instant, nous croyons tous radicalement en un certain nombre de choses. Il y a des choses auxquelles on ne croit pas radicalement, des valeurs, par exemple, je crois que mentir c'est mal, mais j'imagine des tas de circonstances où mentir peut être moral. Mentir pour sauver la vie de quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que je n'adhère pas inconditionnellement à l'idée que mentir c'est mal, parce que je vois des conditions dans lesquelles il serait bon de mentir. Mais une fois dit, on voit bien aussi qu'il y a toute une série d'adhésions mentales qui, au contraire, en nous, relèvent d'une forme d'inconditionnalité. Et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Par exemple, je suppose que nous serions tous d'accord ici pour reconnaître que l'esclavage est une abomination et qu'on ne voit pas de conditions sociales ou économiques qui autoriseraient de rétablir ce genre de pratique. Et pourtant, dans le cours de l'histoire, comme vous le savez, on a trouvé un certain nombre de philosophes, par exemple, donc de beaux esprits, qui à la fois déploraient l'usage de l'esclavage, mais en même temps considéraient que c'était une obligation pour maintenir la civilisation, par exemple. Et que la civilisation étant la fleur la plus aboutie de l'espèce humaine, ceci valait bien cela. Donc vous voyez, il y avait dès lors une condamnation très conditionnelle de l'esclavage. Aujourd'hui, ce type d'attitude, heureusement, a totalement disparu et nous ne trouverions pas parmi nous, encore une fois, des gens qui considéraient que sous certaines conditions, ce genre de pratique est acceptable. Ça veut dire que nous avons un rapport inconditionnel à la condamnation de l'esclavage. Mais pourtant, quoique adhérant inconditionnellement à certaines valeurs, nous ne sommes pas mis sous l'examen des associations qui luttent contre les sectes, par exemple, ou de la Miviludes. Nous trouverions aberrant d'être considérés comme potentiellement dangereux parce que nous avons ce genre d'adhésion radicale. Parce que tout simplement, nos radicalités, c'est ce qui fait de nous des femmes et des hommes ordinaires, nos radicalités convergent pour former un ordre social. Et donc cette radicalité-là, elle est invisible. En réalité, pour que cette radicalité soit visible, il faut que cette adhésion inconditionnelle, elle se porte sur des objets radicaux en eux-mêmes.
Et donc, le croire radical implique une adhésion inconditionnelle à une idée extrême. Et là aussi, on ouvre un chapitre très, très difficile. Qu'est-ce que c'est qu'une idée radicale, une idée extrême? Ben là, je me fonderai tout simplement sur les travaux de mon maître, Raymond Boudon, qui parlait de transsubjectivité des idées. À partir du moment où une idée, lorsqu'elle est défendue face à des esprits non préparés et neutres autant que la chose pourrait être possible, a une capacité à se répandre parmi nous, elle est fortement transsubjective. Mais il y a d'autres types d'adhésions qui ne le sont pas. Et donc, quand on a le croisement entre une adhésion inconditionnelle à une idée qui est elle-même radicale, donc croire radicalement une idée radicale, on commence à avoir un périmètre un peu plus clair et analytique de ce que peut être une pensée extrême qui pose problème à juste titre. Je suis très bref sur cette question. J'y ai consacré un livre, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle La pensée extrême, voilà, où sur des centaines de pages, j'essaie de cerner cette difficile idée, mais j'y reviendrai pour la conclusion, parce qu'il est tout de même nécessaire de faire une hiérarchie entre les objets d'adhésion. Sinon, on aboutit à une forme de relativisme, et on aboutit à l'idée que, dans le fond, nous sommes toujours les fanatiques de quelqu'un d'autre. Et donc, cela dissout l'idée de fanatisme et donc anything goes. Ça, c'est des choses, des genres d'arguments qu'on trouve beaucoup dans le monde anglo-saxon. Et c'est ce qui fait sans doute une spécificité de la France et de l'Europe de l'Ouest en particulier, mais surtout de la France. Et c'est un sujet qui risque de revenir avec une brûlante actualité, avec les événements d'outre-Atlantique aujourd'hui. Donc, j'y reviendrai, raison pour laquelle il nous faut fermement tenir, à mon avis, nos positions. Et alors, il y a deux conséquences à la définition que je viens de donner de la pensée extrême. La première conséquence est que c'est une rareté statistique, en fait. Des gens qui adhèrent radicalement à des idées radicales, heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, si dans une matrice sociale, vous répartissez ces individus au hasard, ils ont peu de chances d'être en connexion les uns avec les autres. Sauf dans certaines circonstances, précisément. Mais sinon, ils ont peu de chances d'être en contact les uns avec les autres. Et ça implique la deuxième condition, c'est que, en fait, à part de rares exceptions, on ne se radicalise pas tout seul. C'est-à-dire, si vous êtes porteur d'idées radicales et de façon inconditionnelle, vous allez vivre dans un environnement social qui va vous désapprouver. Votre famille, vos amis, etc. Et dans ces conditions, il est très difficile de continuer à croire seul. Par exemple, si vous croyez inconditionnellement que la Terre est plate, vous êtes un platiste. Bon, bien, donc on va parler du monde d'avant, disons dans les années 70, 80, il y avait des platistes, il y avait la Société de la Terre plate. Mais si vous ne connaissiez pas d'autres platistes, si vous ne connaissiez pas d'autres membres de la Société de la Terre plate, il était à mon avis très difficile de vous maintenir dans cet état de crédulité. En d'autres termes, il y avait une sorte de sélection darwinienne. Beaucoup de gens auraient pu basculer vers la radicalité, mais ils ne le faisaient pas parce qu'ils étaient isolés, ils auraient pu être tentés par certaines idées, mais d'abord ils ne les trouvaient pas forcément facilement, ils ne trouvaient pas forcément d'arguments facilement pour nourrir cette radicalisation potentielle, et isolés, probablement, bien, on ne les connaîtra jamais en tant que radicaux, parce que cette radicalité-là, elle va s'évaporer sous les coups de butoir, simplement des arguments qu'ils vont trouver auprès de leurs amis, qui vont dire « mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Regarde, etc. etc. » Bon. Mais d'un autre côté, ça veut dire que ceux qui résistent à cette pression sont particulièrement résistants. Donc on va trouver tout de même des noyaux d'individus qui sont capables de résister à la désapprobation collective, et donc ils vont avoir déjà un profil psychologique très particulier. Donc il y a des contre-exemples à ce que je viens de dire. Il y a quelques contre-exemples, notamment le Unabomber, par exemple, qui a une vie très solitaire. Vous savez, c'est un terroriste américain, technophobe, qui est d'ailleurs un personnage tout à fait singulier. Mais notons tout de même que c'est plutôt une rareté. Et précisément, ce que la secte va essayer de faire, à travers tout un processus d'argumentation, de recrutement, c'est de créer des oligopoles, voire des monopoles cognitifs, c'est-à-dire des espaces où les individus seront protégés de la concurrence intellectuelle. C'est-à-dire où ils ne rencontreront plus, justement, ce qui arrive à l'individu radicalisé qui est tout seul, d'opposition qui va lui paraître majoritaire, parce qu'elles vont lui paraître majoritaires, vont lui paraître convaincantes.
Parce que l'être humain est ainsi fait que la popularité d'une idée est corrélée à sa crédibilité dans notre esprit. Ce qui va nous faire revenir ensuite sur les réseaux sociaux et sur des perturbations que ces réseaux sociaux organisent sur le marché de l'information. Mais donc, ce qui est vrai sur les réseaux sociaux est vrai dans la vie de tous les jours aussi. Et donc, encore une fois, le radical, il va souvent être confronté à une majorité de contradictions. Et les sectes vont avoir une tendance, comme vous le savez mieux que moi, communautaire. Elles vont avoir tendance à rapprocher, y compris géographiquement, leurs adeptes d'un noyau, les couper de leur famille, les couper de leurs amis, avec une phraséologie qu'on connaît par cœur, sur la pureté, etc., qui va faire que, peu à peu, les gens vont d'autant plus rompre que souvent l'environnement aura une réaction parfaitement compréhensible, mais pas forcément productive, d'inquiétude, de vouloir rattraper tout de suite la personne qui est en train de dériver, et parfois par une violence verbale, parce que cette inquiétude, quand c'est quelqu'un qu'on aime, elle se manifeste par de l'angoisse, et ça accélère parfois les mouvements de rupture avec l'environnement familial. Or précisément, qu'est-ce qu'ont fait, qu'est-ce qu'ont apporté l'apparition des mondes numériques dans notre monde contemporain ? Parce que c'est de ça dont on va parler dans le fond. Ce qui métamorphose le radical contemporain, c'est surtout la dérégulation du marché de l'information. La dérégulation du marché de l'information, c'est tout simplement la disponibilité cyclopéenne de l'information. Et ça, c'est un fait historique majeur. Il y a beaucoup plus d'informations disponibles aujourd'hui qu'il y a encore même 10 ans d'ailleurs, et encore beaucoup plus géométriquement qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a une accélération en fait géométrique qui est très bien mesurée de la disponibilité de l'information. Ça, c'est une première chose. Le deuxième aspect, comme vous le savez, c'est que chacun peut intervenir sur ce marché de l'information, qui est un autre élément important. Et donc, dans le fond, la conséquence statistique pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va avoir des raretés statistiques qui vont pouvoir se rencontrer beaucoup plus facilement que par le passé. Et ça, c'est un fait majeur pour l'étude des phénomènes sectaires. C'est-à-dire que les mondes numériques, c'est aussi, sur tous les sujets, une fluidification entre l'offre et la demande potentielle pour toute chose. Si vous regardez, d'ailleurs, sans faire de comparaison excessive, par exemple Uber, qu'est-ce que c'est Uber comme service ? C'est une fluidification entre une offre de gens qui ont des voitures et qui peuvent conduire et une demande de gens qui demandent à être conduits dans la ville. Cette offre, elle existait potentiellement, cette demande, elle existait potentiellement, mais elle ne trouvait pas à se rencontrer avant l'apparition des mondes numériques. Et nous étions obligés de passer par des taxis qui, quelquefois, nous faisaient attendre très très longtemps quand il était 2h du matin à Paris. Je pense que ça rappelle peut-être des souvenirs à tout le monde. Donc cette fluidification, elle se fait dans toutes sortes de services, mais elle se fait aussi avec des objets mentaux. Si vous êtes le platiste que j'évoquais tout à l'heure et que vous êtes isolé, eh bien, vous trouverez très facilement avec cette fluidification des propositions argumentatives qui vont vous permettre de vous protéger dans une citadelle cognitive, y compris contre la contradiction de vos proches qui vont devenir moins compétents que vous. Parce qu'il ne faut surtout pas négliger la puissance argumentative, justement, de ces propositions radicales. Si vous n'êtes pas préparé et que vous allez essayer d'apporter la contradiction à un platiste ou même à quelqu'un qui est un anti-vaccin, etc., je dis bien, si vous n'êtes pas préparé, vous ne remporterez pas la joute. Il va vous apporter des arguments contre lesquels vous ne pourrez rien faire parce que vous n'y aviez jamais pensé auparavant et qui vont peut-être même vous troubler dans le pire des cas. Alors cette fluidification, elle peut se mesurer, en fait, d'une certaine façon, en faisant référence au célèbre degré de séparation de Milgram. Vous savez, Milgram est très connu pour avoir mené des expériences sur l'autorité. En général, c'est pour ça qu'on le connaît, mais il n'a pas fait que ça dans sa vie. Il a testé aussi une idée très ingénieuse, savoir, après tout, dans une société, je suis séparé de n'importe qui par combien de degrés, en fait. C'est-à-dire, moi, Gérald Bronner, je ne connais pas, je ne sais pas, moi, le maire de Dijon, je ne le connais pas. Et si je voulais le rencontrer, sur combien de personnes je pourrais compter ? C'est-à-dire, peut-être que Daniel ne le connaît pas, mais il connaît peut-être quelqu'un qui connaît le maire de Dijon. Et là, on compte le nombre de personnes qui me séparent donc d'un autre individu. Et alors, il a fait ça en demandant tout simplement à des personnes, en l'occurrence 296 personnes, précisément, de poster une lettre
dans une ville, donc qui n'était pas celle où habitait la personne, à une personne qu'il ne connaissait pas. Donc il n'avait pas l'adresse, donc il ne devait pas poster la lettre, il devait la donner à une personne dont il pensait qu'elle avait plus de chances que lui de connaître la personne, etc., etc. Et au bout de 6 intermédiaires, la lettre arrivait à destination. Donc on parle de 6 degrés de séparation dans une société, en tout cas dans un pays. À l'international, c'est un peu plus grand. Et il se trouve que ces études ont été faites aussi maintenant avec les réseaux sociaux, et nous sommes aux alentours de 2 degrés de séparation. Ouais. Ah ben c'est ce qu'on voit sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, oui, exact, oui, premier cercle, deuxième cercle, oui, absolument. Donc vous voyez, ils ont même intégré ces degrés de séparation dans LinkedIn, remarque tout à fait judicieuse. Et donc les chercheurs ont montré qu'effectivement, ce qu'on observe, c'est une fonte des degrés de séparation, ce qui illustre ce que je vous disais à propos de la fluidification. Si ça marche sur LinkedIn pour vous, bah, ça marche aussi pour quelqu'un qui cherche, qui tâtonne, qui cherche en fait un argumentaire eh bien, théorie du complot, par exemple, ou platisme, ou hésitation vaccinale, etc. Donc, je disais que les groupes sectaires ont aussi pour but généralement de générer un oligopole, voire un monopole cognitif autour de l'individu, et c'est précisément ce que les réseaux sociaux aussi permettent de faire. Alors là-dessus, il faut être très attentif, et pour ne pas dire n'importe quoi, parce que nous avons cru au début des recherches de sciences sociales computationnelles, on a beaucoup cru à l'existence de chambres d'écho. Ce qu'on disait, c'est que les réseaux sociaux nous enfermaient par les biais de confirmation, etc. C'est un peu vrai, mais pas tout à fait. En réalité, on a pu montrer finalement que dans les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook ou Twitter, enfin X, etc., on rencontrait beaucoup plus de diversité qu'on l'imaginait, et parfois plus de diversité que dans la vie sociale. Vous voyez, donc ça, c'était un peu contraire aux intuitions qu'on avait initialement. Et sinon, d'ailleurs, on n'expliquerait pas le taux de conflictualité qu'il y a sur les réseaux sociaux. Si on ne rencontrait que des gens qui nous ressemblaient intellectuellement, on ne serait pas toujours en train de se disputer, de s'indigner collectivement. Hein. Il y a à peu près une indignation collective tous les 2 jours sur X. La dernière fois que ça a été mesuré, c'était il y a quelques années, j'ai l'impression qu'on est passé encore à un degré supérieur ces derniers temps. Et donc, par contre, ce qui est tout à fait important, c'est que de nouveaux outils permettent de vous mettre à l'abri entre personnes qui vous ressemblent. Et par exemple, ce sont les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, où on observe des phénomènes de radicalisation, de polarisation. Alors la polarisation, c'est tout simplement, encore une fois, rentrer plus inconditionnellement encore dans une idée qu'au moment où vous êtes entré dans le groupe. Et on connaît très bien les concurrences de pureté qu'il peut y avoir dans ce groupe, les concurrences de pureté doctrinale, qui fait que quand on est avec des gens très radicaux, on devient de plus en plus radical soi-même. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que dans nos enquêtes statistiques, il y a un des meilleurs prédicteurs de la radicalité, c'est le nombre de fois où vous allez par jour, vous déclarez par jour sur Telegram ou sur WhatsApp. C'est un proxy, en fait, de la radicalité. C'est un proxy aussi statistique des théories du complot, etc. Il y a plusieurs enquêtes qui le montrent. Et on pourrait se dire, mais bien sûr, ce n'est pas le fait d'aller sur Telegram ou WhatsApp qui vous rend radical. Le fait d'y aller souvent montre que vous allez retrouver des individus dans des espaces que vous voulez sécuriser. Donc en fait, les chambres d'écho se sont plutôt reconstituées là, et on sait d'ailleurs que certains leaders politiques, je pense notamment à Bolsonaro, lorsqu'il est devenu président du Brésil, a beaucoup utilisé ces groupes WhatsApp pour diffuser massivement de la fausse information. Et ça marchait tout simplement parce que personne ne pouvait le contredire, parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait des cocottes minutes à crédulité, si je puis dire, partout dans ces groupes WhatsApp. Et ça, c'est donc un autre aspect sur lequel on doit réfléchir, nous qui nous intéressons à ces phénomènes, c'est la possibilité d'invisibilisation de la radicalité de nos contemporains. Parce que cette radicalité, maintenant, elle ne se fait plus tellement à l'air libre, mais elle se fait beaucoup dans, en effet, des incubateurs à crédulité, des incubateurs à radicalité, dans lesquels il se passe des choses que nous ignorons, même si nous savons que les services de renseignement n'hésitent pas, il faut évidemment qu'ils le fassent, à pénétrer ces groupes de façon sincère. Certains chercheurs le font aussi. Donc, ce déploiement aussi d'informations, je vais aller très vite là-dessus parce que maintenant c'est très connu, il permet tout de même aussi de se rasséréner lorsque l'on a des doutes
par simple biais de confirmation. Nous savons tout de même que les algorithmes, il a été dit tout à l'heure par le chef de la Miviludes, les algorithmes ont tendance à tenir compte des traces que nous avons laissées par notre parcours et donc à nous faire des propositions qui vont dans le sens de nos représentations. C'est vrai pour nos achats sur Amazon, c'est vrai pour les séries vidéo les séries que nous regardons sur Netflix, et c'est vrai évidemment pour les réseaux sociaux. Et donc, en quelques clics, nous pouvons très facilement trouver des arguments pour nous rasséréner quand nous avons des doutes. Vous savez, ça c'est la théorie de la dissonance cognitive qui date des années 50, sous la plume de Léon Festinger, entre autres. Et il a montré, je ne pense pas que ça soit démenti par la science contemporaine, que nous tenons à nos systèmes de représentation et que face à une contradiction, nous avons tendance non pas à les abandonner, mais à essayer, au contraire, de les solidifier en allant chercher, par exemple, des informations qui nous rassérènent. On le fait tous. On a un doute, et puis on relit un papier, quelque chose, on se dit oui, si j'ai bien raison, etc. Eh bien, il est évident que plus il y a d'informations disponibles dans un espace social, plus il sera facile de trouver une information qui va vous rasséréner. C'est le paradoxe de la crédulité informationnelle. Plus il y a d'informations disponibles, plus j'ai de chances de trouver une information qui va dans le sens de mes croyances préalables, et c'est en général ce que je vais faire. Et donc, ça, c'est un autre aspect de la métamorphose du croire. Et puis, un autre élément qui est très important aussi pour nous, c'est l'asymétrie, puisque chacun peut parler. Donc c'est une démocratisation de la démocratie, d'une certaine façon. C'est ce que certains collègues ont dit, c'est vrai. Avant, c'était seulement certaines personnes qui pouvaient parler dans l'espace public, c'est-à-dire les politiques, les professeurs d'université comme moi, les présidents d'associations, de syndicats ou autres, beaucoup de gens, mais vraiment pas tout le monde. Donc en fait, une minorité de personnes. Aujourd'hui, tout le monde peut éditorialiser le monde, donner son point de vue, etc. Voilà. Seulement, qui parle ? Comme je l'ai souvent dit, c'est une drôle de démocratie puisque certains votent 1000 fois tandis que d'autres ne votent jamais. Et un des résultats les plus solides des sciences sociales computationnelles, c'est l'apparition massive de ce qu'on appelle les super spreaders, c'est-à-dire les super diffuseurs d'informations. 1% des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. Alors ce serait parfait si c'était des prix Nobel de physique, c'est 1%, mais c'est pas le cas. Non, ces 1% ont diablement le profil, souvent, de gens qui nous intéressent, nous. C'est-à-dire, souvent, ce sont des gens qui sont plus radicaux que les autres. C'est bien logique. Plus vous adhérez inconditionnellement à une idée, plus vous avez envie de la propager. Ce sont des gens, encore une fois, qui pensent faire le bien. Faut pas non plus les diaboliser. Ils se croient porteurs de bien. Je ne parle pas de ceux qui sont au sommet de la pyramide, qui sont des manipulateurs, etc. Je parle de la cohorte des gens qui peuvent se faire attraper par ce type de proposition intellectuelle qui relève de la radicalité. Et donc, ils parlent beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, comme moi, sont parfois harcelés par ces individus, que ce soit les conspirationnistes du 11 septembre, les anthroposophes, etc. Enfin, moi, je ne pouvais pas citer mon nom sans qu'il y ait un type qui dise « Ah, mais attends, c'est pas un mec sérieux, c'est un clown. » Et puis si vous suivez le lien, « Ah, tiens, c'est les conspirationnistes. Ah, tiens, c'est l'anthroposophie, etc. etc. » Donc, je suppose que certains d'entre vous subissez ça aussi. Et ben, c'est ça, les super spreaders. Parce que quelquefois, je me dis, mais est-ce qu'ils ont une vie, en fait ? Qu'est-ce qu'ils font à part ça, quoi ? Ils ont l'air d'être tout le temps là. On se demande si ce n'est pas un bot. D'ailleurs, peut-être ce sont maintenant des bots qui réagissent automatiquement. Et un autre aspect que j'ai pu décrire, et j'en arrive à ma conclusion, parce que je crois qu'on va avoir je souhaiterais qu'on ait un temps d'échange ensuite. Un autre aspect qui est tout à fait nouveau, c'est la ressource argumentative, je vous le disais. C'est pas facile quand vous êtes dans les années 50, tout à coup vous croyez un truc et puis la moindre personne qui va vous faire de la démystification, du debunking, vous vous retrouvez un peu nu en tant que radical et c'est pas propice à rester radical. Je vous l'ai dit, la radicalité, enfin la pensée extrême, adhérer radicalement à une idée radicale, c'est une pointe psychique qui est assez fragile en réalité. Donc la flamme peut se maintenir dans certaines conditions. Et ces conditions, elles sont améliorées paradoxalement dans le monde contemporain, entre autres à cause de la possibilité de trouver des ressources argumentatives. Et ça, j'ai particulièrement étudié sur les théories du complot, mais c'est vrai, je pense, pour toutes sortes de croyances, des millefeuilles argumentatifs. C'est-à-dire que ce que font les mondes numériques, c'est qu'elles permettent d'accumuler des arguments, et j'y reviendrai, qui ne sont pas forcément cohérents logiquement les uns avec les autres, peu importe. En tout cas, ça crée une intimidation intellectuelle très forte.
on a l'impression que tout ne peut pas être faux. Pour les attentats de Charlie Hebdo, par exemple, j'ai pu mesurer que le premier jour, le 7 janvier, il y avait déjà 26 arguments en faveur de la théorie du complot. 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Donc ce sont des millefeuilles argumentatifs. Et évidemment, cette ressource, ça aussi, c'est la fluidification entre l'offre et la demande. J'ai besoin d'arguments, mais j'en trouve très très facilement. D'ailleurs, quand vous débattez parfois sur les réseaux sociaux avec des gens qu'on caractérise comme des trolls, ils vous assomment de liens. Ils disent, tiens, lis ça. C'est ça un argument, un millefeuille argumentatif. Et vous n'avez pas le temps. On n'a pas que ça à faire. Et donc, et encore, nous ne sommes pas du tout représentatifs. Ici, nous sommes motivés pour faire ce genre de choses. Mais je veux dire, la plupart de nos concitoyens, ça nous rappelle évidemment la phrase de John Stuart Mill, « Le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison ». Donc c'était vrai des gens de son temps, c'est encore plus vrai dans un monde qui voit une dérégulation de l'information et qui donne une prime aux gens qui sont plus motivés à parler que les autres. Donc en fait, il nous manque un peu de motivation en quelque sorte. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut être aussi attentif à une question qui est très difficile, qu'on s'était beaucoup posé sur les questions de radicalisation à l'islam, parce que c'est une forme de radicalisation qui est évidemment particulièrement inquiétante, puisqu'elle a donné lieu à toutes sortes d'attentats. En France, on a payé un lourd tribut, je ne vous apprends rien. Mais en même temps, la détection de cette radicalisation, elle est très difficile, puisque je vous ai dit que c'est une rareté, en fait, statistique. Et là, on tombe aussi sur la question du faux positif. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi attention à ce que nos actions de prévention, voire nos actions de punition, puisqu'il peut y avoir des répressions, ne deviennent pas non plus liberticides. C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur un fil, c'est pas évident. Et donc, notamment, si on est face à des faux positifs, qu'est-ce que c'est que des faux positifs ? C'est un problème qu'on connaît bien en santé publique. S'il y a une maladie qui touche une personne sur 1000, je ne fais pas la comparaison maladie-radicalisation. Donc c'est juste une analogie. Une personne sur 1000 est malade dans une population d'une maladie qui est par exemple mortelle. Bon, on peut dire que c'est pas si rare que ça, mais c'est quand même une rareté statistique. Ça veut dire qu'il y a 999 personnes qui ne sont pas malades dans la population. Et si vous avez un test de détection de cette maladie, comme pendant le Covid, là on faisait un test pour voir si on était positif ou pas, on sait qu'aucun test n'est parfait, mais supposons que celui-ci et 95% d'efficacité. Il peut détecter donc la maladie dans 95% de chances. Il y a une personne sur 1000, encore une fois, qui est malade dans la population. Vous faites un test sur une personne et elle est positive au test. Quelle est la probabilité de chance qu'elle soit vraiment malade ? La réponse, c'est 2%. Vous voyez, c'est très contre-intuitif. Vous dites, le test, il marche à 95%. Donc ça, par exemple, c'est le genre de test que nous, on pourrait utiliser pour détecter la radicalisation. Si un tel a posté ça, s'il a fait ça, attention, c'est qu'il est radical, voire pourquoi il pourrait peut-être avoir une action politique violente ou religieuse violente, etc. Seulement, encore une fois, gardez bien en tête que c'est une rareté statistique, en particulier les questions de passage à l'acte, et que dans ces conditions, même si vous avez un test de détection de 95% d'efficacité, et je ne suis pas sûr qu'on en soit là sur nos questions, il n'y a que 2% de chance, s'il y a une personne sur 1000, qui soit vraiment le candidat que l'on craint, la radicalisation. Pourquoi ? Je vous l'explique quand même pour ceux qui n'auraient pas fait le calcul bayésien. C'est tout simplement que sur une population, il y a un vrai positif sur 1000, je vous l'ai dit, ce qui veut dire qu'il va y avoir 50 faux positifs, puisqu'il a 95% d'efficacité. Votre test. Sur 1000 personnes, il y aura 50 faux positifs potentiels. Un vrai positif sur 50 faux positifs, ça fait à peu près 2%. D'accord ? Et donc ça, c'est très contre-intuitif. Et il faut toujours avoir ça en tête, parce que précisément, et j'arrêterai vraiment là mon propos, nous allons être observés en particulier dans les mesures de politique publique, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique. Puisque aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est une criminalisation, par exemple, de toute tentative de régulation du marché de l'information. Je le sais parce que j'ai des collègues chercheurs aux États-Unis, je vois qu'il y a Virginie qui est là, je ne sais pas si tu es en contact avec eux par exemple, mais moi je reçois des mails d'alerte avec des laboratoires qui étudient la fausse information et qui ferment sous les coups de boutoir juridiques qui viennent en particulier de l'aile droite des Républicains. Pourquoi ? Quel est l'argument ? C'est de dire « Ah bah tiens, c'est bizarre,
ces laboratoires de recherche, ils trouvent qu'il y a beaucoup plus de fausses informations qui sont diffusées par les républicains que par les démocrates, ce qui est une vérité scientifique. Mais du coup, ils en infèrent que la recherche, elle est idéologiquement orientée. Et c'est peut-être vrai que ces chercheurs sont plutôt démocrates, mais c'est en tout cas un fait qu'on observe partout dans le monde, que la fausse information, elle est plus diffusée par l'extrême droite que par les autres camps politiques. C'est comme ça. Seulement, si vous transmuez cette vérité scientifique en fait en thèse idéologique, ben vous trouvez que c'est une enfreinte à la liberté d'expression et au premier amendement américain. Et d'ailleurs, Donald Trump a fait des enregistrements, des déclarations qui ne laissent pas l'ombre d'un doute sur cette question. Alors nous, en Europe, avec notre Digital Services Act qui a été évoqué tout à l'heure, notre RGPD, etc., ben, on va être vite regardé de façon suspecte. Et croyez-vous qu'ils vont se gêner? Pas du tout. Vous savez bien que les entreprises françaises ont reçu une lettre de l'ambassade américaine pour leur dire vos RSE, là, attention. Hein. Donc c'est une incroyable violation de notre souveraineté. Et partis comme ça, ils vont évidemment pas en rester là, d'autant que Elon Musk et même Mark Zuckerberg ont déclaré, dans le fond, qu'ils allaient arrêter la régulation, la modération sur les réseaux sociaux. D'accord ? Alors, ils vont le faire aux États-Unis. En Europe, ils ne le peuvent pas encore, mais il va y avoir un bras de fer qui va s'organiser à un moment. Il est donc particulièrement important que nous fassions attention à ne pas prêter le flanc à la critique de violation des libertés d'expression que l'on ne nous manquera pas de faire. Il faut que nous soyons solides sur nos positions. Alors, c'est pour ça... Effectivement, puisque nous sommes en train peut-être de perdre la possibilité d'activer la manette de la modération des réseaux sociaux, peut-être d'activer les dernières manettes qui nous restent, c'est-à-dire la stimulation de la pensée critique, de la pensée méthodique, faire du développement de la pensée critique, de la pensée méthodique, je préfère ce terme d'ailleurs, pourquoi pas une grande cause nationale. Je l'ai proposé au président de la République. N'est pas été entendu pour l'instant. Mais si nous nous y mettons tous, peut-être que nous y arrivons. Je vous remercie. Et donc, s'il y a quelques questions, ce sera avec plaisir. Merci, Jérôme. Je passerai bien le micro à qui le demanderait pour poser des questions. Puis je peux trouver quelqu'un pour le passer aussi. Il faut parler plus proche du micro, Daniel. Bon. Ce serait dommage de laisser un peu exposer sans question. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des contre-indications pour aller combattre dans le camp des extrêmes? Il y a des contre-indications pour aller combattre? Oui, par exemple, un site d'extrême droite, est-ce qu'on doit répondre? Est-ce qu'on doit aller... voilà. Merci. Alors, non, moi je pense que d'une façon générale, il ne faut jamais laisser la chaise vide. Parce que dans le fond, moi en tout cas, je ne suis pas censeur. J'aime pas tellement l'idée d'interdire aux gens de dire ce qu'ils croient être vrai. Sauf si ces croyances, elles sont des menaces de mort, des choses comme ça, enfin ce qui est encadré par la loi en France, quoi. Mais en dehors de ça, je trouve que le problème, c'est qu'ils ont le droit de parler, mais que nous ne parlons pas assez. Donc oui, occupons le terrain. Après... il ne faut pas être naïf sur la possibilité de convaincre ces gens-là par l'argumentation. Ce que vous allez faire, ce n'est pas pour les convaincre, c'est parce que ça va être lu par des gens invisibles qui sont indécis et qui vont lire vos échanges. Mais à ce moment-là, il faut le faire bien préparé. C'est ça le problème. Et entre parenthèses, les intelligences artificielles peuvent nous aider. Nos collègues là sont en train de faire des tests de chatbot pour discuter, par exemple, avec des conspirationnistes, avec des bons effets, avec des bonnes réussites, parce que l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne se fatigue pas. Elle a plus d'énergie qu'eux. Donc moi, je dis, je le dirai pas, ne le dis pas que j'ai dit, mais je pense que c'est pas mal de leur envoyer ChatGPT avec des bons prompts. Ça peut fonctionner. C'est une façon de pas... De toute façon, ils vont faire la même chose. Hein. Donc, à un moment donné, c'est des robots qui vont parler aux robots, quoi, grosso modo. Mais n'empêche que ça laisserait une trace publique. Voilà.
Ce qui importe surtout, c'est effectivement les indécis. Les indécis, parce que quand quelqu'un est déjà dans une adhésion radicale, il ne faut pas le laisser tomber pour autant. C'est un concitoyen, surtout si c'est quelqu'un qu'on aime, par exemple, mais à ce moment-là, il faut avoir beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Romy Sauvert, qui a peut-être été invitée ici déjà, qui est une de mes anciennes doctorantes, fait la thèse avec moi, qui est maintenant une collègue, qui a publié un très beau livre qui s'appelle « Croire en l'incroyable ». Elle a interrogé des gens qui sont sortis de secte, en fait. Elle a fait des très longs entretiens, parfois de plus de 10 heures, donc il y a beaucoup d'émotions. Et la question était, comment, en fait, est-ce que vous pouvez vous rappeler des processus qui ont conduit à... Et donc c'est une approximation, parce que c'est basé sur la mémoire, mais elle a compté qu'entre les premiers doutes et la sortie de la secte, il se passait à peu près 7 à 8 ans, alors que les gens commencent à douter. Donc... Est-ce qu'on a autant de temps à consacrer à ça? Pour des gens qu'on aime, oui. Pour des gens qu'on n'aime pas, je comprends, enfin qu'on ne connaît pas, je comprends qu'on ne le fasse pas. Mais encore une fois, ce qu'il faut dans la prévention, c'est de créer en fait des filets de sécurité pour éviter aux indécis de basculer. C'est pour ça qu'il ne faut pas, encore une fois, faire la politique de la chaise vide, même si on a l'impression que ça ne sert à rien, parce que face à nous, on est avec des gens butés qui vont nous faire le millefeuille argumentatif avec des tas de liens, etc. Bonjour. Est-ce que vous avez eu les moyens de mesurer votre impact, non pas sur les gens qui adhèrent à votre pensée, mais sur ceux qui sont plutôt dans l'opposition? Parce que c'est ça le plus important finalement. Absolument. Vous faites comment? Oui, alors je veux dire non et oui. Alors non, j'ai pas eu ces moyens. Je suis intervenu pendant 1 an dans un centre à Pontourny, dit de déradicalisation, je n'aimais pas tellement le terme, et auprès de jeunes donc, qui avaient quand même failli aller en Syrie, etc. Ils n'avaient commis aucune exaction à proprement parler, même si l'un d'entre eux est allé en prison pour de nombreuses années parce qu'il y avait une association de malfaiteurs, manifestement. Enfin bref. Je raconte tout ça dans un livre qui s'appelle « Déchéance de rationalité ». J'essaie de raconter un peu cette histoire et aussi un peu l'échec, parce que c'était plutôt un échec, mais j'avais tenu à ce que des pré-tests soient faits avant mon intervention avec un psychologue indépendant et des post-tests, même si c'était un tout petit échantillon, ils étaient à peine une quinzaine, pour voir si ça servait à quelque chose ce que j'avais fait. Malheureusement, comme c'était sur la base du volontariat, ils étaient là volontaires en fait, ces jeunes, sans doute parce que certains étaient sous main de justice et voulaient montrer un peu patte blanche en quelque sorte. Ils avaient des stratégies différentes, il y a des gens qui n'avaient rien à faire là, honnêtement. Pourquoi ils étaient venus là? Il y avait toutes sortes de profils. Mais donc, je n'ai pas pu mesurer l'efficacité de ce que j'avais fait, puisqu'en fait, ils sont tous partis dans la nature avant même la fin du séminaire. Donc ça, c'est non, je n'ai pas pu le faire. Mais oui, parce que il y a quelques jours, j'ai accepté de faire une conférence pour l'association Square, qui est une association qui travaille spécifiquement dans les quartiers populaires, on va dire banlieues, et qui a pu travailler avec plus de 1400 jeunes, et ils ont eu la très bonne idée. Alors, je suis venu parce qu'ils m'ont dit qu'en fait, ils s'étaient inspirés originellement de mes travaux, donc je ne savais pas du tout. Ça fait des années qu'ils travaillent, et donc c'est pour ça que je mets quand même un petit oui, parce que eux le font. C'est-à-dire ils font un pré-test et un post-test par des gens, en plus je connais, un de mes anciens étudiants, Sacha Yezeltaï, quelqu'un de très, très sérieux. Et donc, ils leur font des cours d'EMI, éducation aux médias et à l'information, et puis d'esprit critique. Et par exemple, c'est des jeunes qui ont beaucoup de mal à distinguer initialement des faits des opinions. Donc, ils leur font toute une série de tests, de pré-tests comme ça, puis ils voient l'impact de ce qu'ils ont fait. C'est un impact statistiquement très significatif. Et, last but not least, durable, parce qu'ils ont eu la bonne idée aussi de faire une étude longitudinale, c'est-à-dire de revenir 3 mois après pour voir si les effets sont encore là. Et oui, ils sont encore présents. Donc il y a de l'espoir en fait. C'est la première fois que je vois un travail propre sur ces questions. Après il y a des problèmes d'échantillonnage, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc voilà, leur rapport est librement téléchargeable. Je vous incite à aller voir ce qu'ils font. Donc il y a quand même de l'espoir. Voilà, il y a quand même de l'espoir. Square, c'est S-Q-A-R-E. Oui, bonjour. Oui. J'avais peut-être une remarque, peut-être plus qu'une question, ou partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé différents systèmes d'intelligence artificielle, mais par exemple, moi, pour l'avoir fait,
En fait, on voit qu'en fonction des systèmes d'intelligence artificielle qu'on utilise, la réponse qu'on va avoir, par exemple, sur un mouvement sectaire, anthroposophie ou scientologie, par exemple, on va voir qu'il y a des systèmes qui sont plus ou moins conciliants avec les mouvements sectaires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous apporter en première intention toutes les informations qui soient, par exemple, descriptives puis critiques du système. Est-ce que, moi, ça me semble très important de sensibiliser aussi sur ça. Est-ce que vous avez déjà fait des tests dans ce sens-là et d'alerter, parce qu'une intelligence artificielle, ce n'est pas forcément non plus toujours une réponse rationnelle à ça. En tout cas, il me semble. Il y a des biais aussi là-dedans et qu'il faut en parler. Oui, certainement, qu'il y a des biais qui sont déjà pas mal étudiés d'ailleurs. C'est pas du tout mon domaine de spécialité, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais ça dépend beaucoup du fine-tuning en fait, parce que vos prompts, il peut réagir plus ou moins. Il faut souvent faire plusieurs prompts pour obtenir exactement ce que l'on veut. Mais il y a de très beaux papiers qui montrent dans quelles conditions les IA commencent à mentir, parce qu'elles sont capables de dissimuler, parce que maintenant on peut les voir réfléchir en fait. Il y a des fonctions qui nous permettent de voir la réflexion. Et il y a de très belles vidéos. Je préfère vous renvoyer à ces vidéos parce que, encore une fois, moi je suis sociologue, c'est pas mal. J'essaye de me tenir quand même un peu au courant parce que ça a un impact sur la fausse information. Donc je lis surtout des papiers, voir si on peut utiliser l'IA pour lutter contre la fausse information. Et là, les résultats sont oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, malheureusement, il y a déjà des tas de bots qui diffusent de la fausse information, qui se parlent entre eux, etc. On a basculé apparemment depuis quelques années ce qu'on appelle la zombification d'Internet, qui était au début une théorie du complot, d'ailleurs c'est assez drôle, mais qui en fait est un fait maintenant assez avéré. Il y a plus de production artificielle dans les mondes numériques que de production faite par des intelligences naturelles. Donc on en est déjà là. Donc il y a des guerres de bots entre eux déjà sur X qu'on ne voit pas, évidemment. Et il y a ces belles vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Monsieur Phi. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elles sont très sérieuses parce qu'il lit des papiers scientifiques, il a l'air de connaître un peu les stats, de savoir, de comprendre ce qu'il fait. Il fait lui-même parfois des petites expérimentations sur sa chaîne parce qu'il a des centaines de milliers de gens qui le suivent. Bon, après, question d'échantillonnage aussi, mais bon, peu importe. Et c'est vraiment très intéressant. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de comprendre certaines choses en regardant ces vidéos. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. P-H-I, Monsieur Phi. Et il a fait plusieurs vidéos sur le sandbagging, etc. Enfin, sur des effets. Parce qu'en fait, il faut faire très attention à ce qu'on lit dans la presse sur les intelligences artificielles. C'est-à-dire que oui, il y a des intelligences artificielles qui commencent à mentir. Alors ça y est, on a l'impression que c'est Terminator ou je sais pas quoi. Non, c'est très intéressant. Et c'est ce qui nous explique de comprendre techniquement pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'elles ont tout à coup pris conscience, etc. C'est vraiment un problème de fine-tuning. C'est-à-dire, si on lui donne des injonctions contradictoires, elle va respecter des injonctions premières qui sont plus fondatrices. Et puis, bien entendu, comme on le sait, le genre de réponse qu'elle va faire va être dépendante de l'échantillon dans lequel elle va puiser les informations. C'est-à-dire, si vous lui parlez mal, si vous lui parlez avec un langage relâché, la qualité de sa réponse sera moins bonne. C'est pour ça qu'il faut être poli, en fait, avec les IA. Mais ce n'est pas non plus d'anthropomorphisme, ce n'est pas parce qu'elle serait vexée, c'est parce que si vous utilisez un vocabulaire châtié, etc., elle va échantillonner ses réponses dans un bout d'Internet, si je puis dire, qui sera de meilleure qualité. Et c'est pour ça, d'ailleurs aussi, qu'il va y avoir probablement une reproduction des inégalités avec l'utilisation de l'IA. Parce que selon la nature du langage, on n'aura pas du tout la même qualité de réponse. Et donc c'est absolument passionnant. Et je trouve que voilà, ce YouTuber, il doit y en avoir plein d'autres, mais il fait du bon boulot, j'ai l'impression. Profiter de ce léger temps mort pour vous dire que ce serait la dernière question, s'il y en avait une. Et après, nous allons reprendre un rythme que j'ai cassé, c'est-à-dire qu'on va asseoir nos intervenants tranquillement pour ménager d'autres éventuelles réponses à certaines questions qui seraient posées. Et puis surtout, on va vous projeter en intermède entre deux interventions un des petits films qu'on a fait il y a 2 ans maintenant. Ce sont des courts-métrages, 3 minutes et demie, avec le générique. Et en fait, essayer de vous montrer des phases de péril sectaire, on va appeler ça comme ça. Donc, y a-t-il encore une dernière question pour Gérard ? Oui, là apparemment. Je vais vous
Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir, on a un petit peu abordé que faire face à quelqu'un qui est dans une dérive sectaire, notamment si c'est des amis. Vous nous dites en fait d'aller chercher très loin dans l'argumentation pour pouvoir avoir les bons outils pour les répondre et les casser leur argumentaire. Donc ça, c'est quelque chose, oui, on va avoir la patience de faire, pourquoi pas pour de la famille, des amis. Pour des professionnels, quand on est confronté au quotidien à des gens parmi nos usagers, parmi nos collègues, parfois parmi les gens qui sont au-dessus de nous aussi. On entend des théories du complot. Ça, c'est plus embêtant. Et comment on réagit en fait dans ces cas-là sans perdre du temps à justement aller fouiller chaque argument et tout, parce que quand je pense à tout ça, ça peut être n'importe quoi. Il y a des antivax, il y a des gens anthroposophes, il y en a Notre-Dame, c'est un complot. Enfin bref, on entend vraiment de tout et du coup, on peut pas s'intéresser à tous les sujets en fait. Oui. Alors, j'ai pas forcément dit qu'il fallait contredire les gens en fait, hein. Et notamment c'est des proches. Je pense pas que ça soit la bonne stratégie, si vraiment il faut être un peu stratège. Je pense que le mieux, c'est pas de contredire la personne. Si vous contredisez la personne, dans un premier temps, elle va se refermer, elle va se rasséréner en cherchant des arguments, etc. C'est de maintenir le dialogue, donc la diversité intellectuelle. C'est pas tout à fait la même chose. Et le mieux, souvent, mais ça répond pas à votre question, là c'est plutôt avec des proches, c'est d'essayer de demander à l'autre de clarifier en fait son système de croyance. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être pouvoir compter sur un biais qu'on appelle le sophisme de la profondeur explicative. Le sophisme de la profondeur explicative, ça a été mis en exergue par quelqu'un qui s'appelle Rosenblit, et qui demandait tout simplement à des gens est-ce que vous savez comment fonctionne une chasse d'eau ? Des choses comme ça, un stylo. Et la plupart des gens disaient oui, je sais, vas-y, dessine-moi alors, t'as 1 heure, dessine-moi le mécanisme de la chasse d'eau. Et puis en fait, les gens s'apercevaient qu'ils croyaient avoir des modèles mentaux beaucoup plus complexes que ce qu'ils étaient. Donc ils étaient incapables de reproduire. Et donc il y avait des problèmes de métacognition, c'est-à-dire de prise de conscience de ses propres insuffisances intellectuelles. Et ça marche aussi pour les croyances. C'est-à-dire que la plupart des théories du complot, je ne l'ai pas dit, elles se font sous la forme de proto-croyances plutôt que de croyances. C'est-à-dire que c'est des dispositions à croire, mais ce n'est pas vraiment des théories très constituées. La majeure partie des arguments des complotistes sont des arguments contre la théorie dite officielle, pas du tout des arguments pour construire une représentation très fixe. C'est tellement vrai que dans beaucoup de nos sondages, on a par exemple des gens qui déclarent croire, je sais pas, par exemple, que la princesse Lady Diana est morte, elle a été assassinée par le gouvernement, première théorie du complot, et qu'elle est encore vivante. Donc on se dit, ils sont fous. Non, à mon avis, mauvaise interprétation. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne seraient pas étonnés ou de l'un ou de l'autre. Donc ils se tiennent au seuil. Ils ne sont pas encore dans une arborescence narrative très claire. Donc une façon de faire, c'est de leur demander de préciser. Et là, parfois, ils prennent conscience de la fragilité qu'ils n'avaient pas soupçonnée de leur système de représentation. C'est des façons douces, en fait. C'est un peu de la maïotique, en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est magique, mais en tout cas, c'est mieux que de dire « Mais non, tu racontes n'importe quoi, tiens, pour ça, parce que la personne ne vous croira pas. » Et quand on est dans un rapport de hiérarchie avec cette personne, en tout cas, rien ne peut se faire rapidement. C'est ça le problème. Donc ceux qui sont les professionnels, là, qui sont confrontés à des gens, ou même par exemple, on me demande des professionnels de santé, qui sont confrontés dans un hôpital avec des gens qui disent « Je ne veux pas me faire vacciner, je veux pas que vous... » là, franchement, je ne sais pas quoi faire. À court terme, c'est extrêmement difficile, ouais. Merci. Alors, je vais demander à la régie de nous projeter les petits interstices.